Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde à travers cette chaîne de CGB 24 TV universelle qui émettons depuis la ville de Montréal, ici au Canada. Et nous avons donc le plaisir de vous annoncer en fait notre nouvelle émission intitulée Œil sur la politique. Il s'agit d'une émission en fait qui concerne la diaspora non seulement congolaise mais la diaspora des diasporas d'autres continents. Il s'agit de discuter sur des questions politiques relevant de leurs états d'origine, de leur pays d'origine. Et donc pour notre première émission, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Sostin Samba. C'est un originaire de la République du Congo, autrement appelée République du Congo, en fait Congo-Brazza. Et il va donc se présenter en ce qui concerne donc le sujet que nous allons débattre aujourd'hui avec vous. Et donc dans quelques instants, soyez toujours connectés sur notre chaîne de CGB 24 TV universelle. Nous allons donc recevoir Monsieur Sostin Samba. Merci. Bonjour Monsieur Sostin Samba. Bonjour Monsieur le journaliste. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons ici sur le plateau de CGB 24 TV universelle. Et est-ce que pour les auditeurs qui vous suivent actuellement, vous pouvez vous présenter un tout petit peu? Je suis Sostin Samba, Monsieur le journaliste. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Il me semble qu'il y a des gens qui me connaissent déjà, qui m'ont déjà suivi dans d'autres chaînes aussi. Et je suis très présent dans les médias sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, ainsi de suite. Je suis congolais d'origine, né à Brazzaville. J'ai grandi dans le quartier de Mungali, à Bakongo, à Wende, Talangaye respectivement. Mais dans les années 99-2000, j'ai immigré en France où j'ai passé quasiment une dizaine d'années. Et après mes études, je suis rentré au Congo pour travailler, mais cela n'avait pas trouvé satisfaction. Je suis revenu ici à Montréal, au Canada, où je réside depuis plus de 4 ans maintenant. D'accord. Et est-ce que vous êtes membre d'un parti politique au Congo-Brazzaville ou non? Oui, en 2009, quand je suis rentré au Congo-Brazzaville, j'avais déposé un CV au niveau de la délégation générale chargée de la réparation des séquelles de guerre. Et ce CV avait trouvé satisfaction, donc j'ai travaillé à la présidence de la République pendant au moins 2 ans dans le cadre de la délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et la réparation des séquelles de guerre auprès du Frédéric Ntumi Binsamou dans les locaux de la présidence de la République. D'accord, ça prouve que vous avez en fait dans le domaine de la politique. Mais tout à l'heure, j'avais une question que je vous ai posée concernant le parti politique. Est-ce que vous avez un parti politique donné au niveau du Congo? Est-ce que vous êtes un membre de l'opposition ou de la mouvance présidentielle? Ou bien encore un membre du parti centriste au niveau du Congo, si ça existe déjà? Nous, je parle au terme de nous parce que nous sommes une association politique dénommée le Forum des jeunes Congolais pour la démocratie et le développement. Mais aussi, je suis président d'une autre association qui est basée à Brazzaville, le COJER, le Collège des jeunes républicains, et aussi membre à part entière du Conseil national des républicains, le CNR. Et j'ai une autre association aussi qui est basée ici à Montréal, la JRP, la Jeunesse républicaine pour la paix. D'accord. Et qu'est-ce que vous, en fait, au niveau de la jeunesse républicaine pour la paix ici au Canada, de quoi parlez-vous exactement? Quelles sont les ambitions de cette association? Si l'on ne peut pas le qualifier de parti politique, mais de l'association en tant que telle, quelles sont vos ambitions? Okay. C'est une association politique dénommée le Forum des jeunes Congolais. Une autre association, comme je viens de le nommer, la Jeunesse républicaine pour la paix. Ce sont des associations politiques. Le but, c'est de sensibiliser la jeunesse congolaise sur les questions de politique, sur les questions qui riment notre politique actuellement. Parce que la jeunesse est une entité importante dans le développement d'un pays, mais toutefois, ce rôle demeure dépendant
de l'encadrement que reçoit cette jeunesse et en vue de cette participation et de son implication effective dans le processus de développement. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'il est temps que la jeunesse soit sensibilisée sur les questions qui règnent la politique actuelle de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est bien, mais je pense qu'au niveau de votre association, la plupart des membres, ce sont les Congolais du Congo-Brazzaville, ou bien est-ce qu'il y a aussi les Congolais de la République démocratique du Congo? Exactement. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous avions d'autres membres qui ne sont pas des Congolais, mais qui sont sympathisants de cette association et qui donnent aussi leur avis sur la politique du Congo-Brazzaville parce qu'ils résident au Congo-Brazzaville. Mais aussi, avec eux, nous essayons de voir de temps en temps les mots qui règnent aussi leur pays et on essaie de donner notre avis sur la politique de leur pays respectif, notamment la RDC, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire tout récemment. D'accord. Et bon, parlons un peu de votre pays d'origine, puisque vous êtes du Congo-Brazzaville. Au moment où nous sommes en train de parler actuellement, puisque chez nous au Canada actuellement, il est 18h, 18h20, quelque chose comme ça. Mais les élections, c'est sans déjà dire le pays, hein, c'est ce qu'on appelle par les élections locales au Congo-Brazzaville. Mais pour les auditeurs de l'Afrique, hein, nos auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, non seulement de l'Afrique, mais un peu partout dans le monde, de quoi s'agit-il exactement dans ces élections locales? Les élections qui sont déroulées aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Ok. Écoutez, monsieur le journaliste, le Congo vient de passer aujourd'hui, le 28 de ce mois, aux élections locales. Ouais. Les élections locales, ce sont des élections d'où on élit les conseillers municipaux de chaque arrondissement, de chaque ville, de chaque village. Mais hier, j'ai participé à une autre émission télévisée aussi, où j'ai évoqué les problèmes de ces élections. J'ai reçu des mails, j'ai reçu des nouvelles, j'ai suivi dans les médias, comme beaucoup d'autres Congolais aussi, au sujet de ces élections. Ces élections ont eu une forte taux d'abstention. J'ai vu dans les médias plus de 87% des Congolais se sont abstenus, ils ne se sont pas présentés aux élections. Est-ce que vous avez des preuves au moment où nous sommes en train de parler sur ces abstentions? Monsieur le journaliste, je n'ai pas ici avec moi des preuves sur papier, mais vous pouvez aller dans le site Œil d'Afrique, vous pouvez aller dans Parole d'Afrique, vous pouvez aller dans Africa Time, vous pouvez lire tout cela. Et il y a même des images sur YouTube, vous avez des images sur Africa Time à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous pouvez voir des images que ces élections ont été un véritable fiasco parce que la population ne s'est pas présentée. Les urnes ont été vides. J'ai même vu une image où l'urne a été posée à même le sol. Et donc la population, hier j'avais dit, je ne pense pas, je ne vois pas pourquoi la population va se présenter à telle élection. Donc nous savions pertinemment qui est le vainqueur de ces élections. Donc les élections locales, ce sont des élections où on élise les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux qui, eux, ont la charge d'une municipalité quelconque avec le maire et qui pensent avoir donné des solutions aux problèmes de la mairie, aux problèmes de la ville où il est élu. Ça c'est bien. Et est-ce qu'au niveau de votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville, les maires sont élus au suffrage universel ou bien ils sont nommés? Écoutez, monsieur le journaliste, au sortir de la conférence nationale de 90 à 92, la Constitution stipulait que les maires devraient être élus. Et nous avions suivi les élections du défunt du feu Bernard Kolela. Mais actuellement, avec la nouvelle constitution qui date de 2002, de janvier 2002, les maires sont nommés par le président de la République, nommés par le ministre de tutelle. Donc les maires au Congo ne sont pas votés par la population, ils sont nommés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pour les auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, pourquoi cette différence? Parce que dans d'autres pays, les maires des villes sont élus et au niveau de votre pays d'origine, ils sont nommés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quelque sorte, avec des petits mots,
l'origine, pourquoi est-ce que le législateur avait décidé que les maires soient nommés par le président, bon, pas par le président, mais soient nommés tout simplement par certaines autorités politiques et non pas élus par la population au suffrage universel? Je pense que je viens d'évoquer tout à l'heure dans la question précédente pourquoi cela a été modifié. Au sortir de la conférence nationale de 92, le vainqueur, donc le président Denis Sassou Nguesso, garant de l'unité nationale, garant de la paix, garant de la vie, du bon déroulement du pays, a voulu que la Constitution soit changée. Donc en 2002, la Constitution de sortie de la conférence nationale a été changée. Il y a eu un amendement de cette Constitution. Et actuellement, on nomme les maires. Cependant, j'ai vécu en France pendant une dizaine d'années. J'ai vu ce qui se passe aux États-Unis et ici au Canada où je réside actuellement. Les maires sont votés par la population. Parce que le maire est censé donner des réponses à la population. Le maire est censé de connaître les mots qui riment sa municipalité. Le maire est censé d'être approché par les habitants de la ville. Le maire est censé d'être connu par sa population. Et un maire, je pense, dans ces villes que nous habitons actuellement, Montréal, Paris, New York, nous savons que les maires sont votés parce que ces maires-là vivent dans la ville même, ces maires-là connaissent les problèmes de la ville. Mais au Congo, j'ai vu des maires habitant à Brazzaville, mais qui est nommé à Vinza, par exemple. Donc, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le Congo est en crise. Je pense qu'il y a une crise au niveau du Congo-Brazzaville, une crise politique. Ah, vous parlez de crise politique au niveau du Congo-Brazzaville, mais ceux qui sont au pays, en fait, ne l'entendent pas de cette façon, parce que lorsqu'on essaie un peu d'interroger, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser ainsi, mais d'autres, par contre, disent que tout est OK. Est-ce que c'est un avis personnel ou bien c'est l'avis de la majorité des gens? Écoutez, monsieur le journaliste, le bossu ne voit jamais son boss. Aujourd'hui, ceux de la mouvance présidentielle vont vous dire que le pays va bien. Ils vont vous montrer les clichés du pseudo-aéroport qui a été fait, des routes qui ont été bituminées. On va vous parler de plein d'autres choses, parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle, parce qu'ils sont avec le pouvoir en place. Mais nous savons pertinemment que beaucoup de Congolais vivent dans le seuil de pauvreté. Le Congo est en crise. Pourquoi je dis que le Congo est en crise? Le Congo, c'est un petit pays. Aujourd'hui, on nous parle de 4 millions d'habitants, et dont je doute même les chiffres, puisque la dernière fois que le Congo a connu un recensement administratif de la population viable et fiable, c'était dans les années 90, Mais après 97, après 2002, tous les recensements que nous avions connus à Brazzaville, ce n'était qu'un fiasco. C'était des recensements mafieux, dont d'autres opposants ont dénoncé. Et donc, quand je parle de crise, parce que rien ne marche au Congo-Brazzaville, du point de vue politique. La politique est à terre. Et comme disait Ariel Sharon, dans un pays où la politique ne marche pas, tout est à terre. Le Congo, c'est un pays... Oui, monsieur le journaliste, excusez-moi, mais je dois m'exprimer sur cette question de crise. Parce que le Congo, c'est un petit pays de 342 000 km² qui te produit au moins 120 millions de barils par an de pétrole. Et l'année passée, le Congo a fait un excédent budgétaire de $1000. De 1000 dollars. Où est passé cet argent? Pourquoi la population crie encore? Nous n'avions pas d'électricité, nous n'avions pas d'eau, nous n'avions pas à manger. Et même le foufou que nous mangeons au Congo vient du Rwanda, le petit Rwanda. Je pense que le Congo est en crise, monsieur le journaliste. Si le Congo est en crise, est-ce qu'il n'y a pas une opposition au niveau de votre pays d'origine? Au Congo, il y a ce qu'on appelle l'opposition locale. Il y a une opposition locale traditionnelle que nous connaissons au Congo, mais je pense que nous ne pouvons plus faire confiance à cette opposition parce que cette opposition a montré ses limites.
Voilà pourquoi, en tant que Congolais, je donne mon avis sur ce point sur la politique. Il me semble que cette opposition ne fait pas son travail. Et donc vous n'avez pas confiance à l'actuel président de l'opposition, M. Mathias Nzan, ou soit encore en fait cette coalition des membres de l'opposition de façon à mener une politique capable de changer les choses au pays? Écoutez, monsieur le journaliste, Mathias Nzan, c'est un personnage de la politique congolaise qui n'est plus à présenter. Nous connaissons tous le rôle qu'il a joué pendant la Sassou 1. Aujourd'hui, M. Mathias Nzan se présente comme opposant du président Denis Sassou Nguesso. Il est peut-être opposant, il a ses convictions, mais moi, je ne suis pas de mèche avec Mathias Nzan. Je ne crois pas en la politique que Mathias Nzan mène actuellement. Je doute en l'opposition de Mathias Nzan. J'aimerais voir des preuves sur le terrain. Mathias Nzan ne se prononce pas sur beaucoup de sujets. Et partant de ce principe, il me semble que Mathias Nzan, pour moi, c'est un opposant fabriqué par le président Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi le Congo a besoin d'une opposition forte, une opposition citoyenne, des jeunes qui doivent se lever pour dire que trop c'est trop. Et nous avions besoin d'eau, nous avions besoin de l'électricité, nous avions besoin d'emploi. Et c'est le Congolais moyen qui souffre. Mais est-ce que la meilleure façon de lutter du point de vue politique, de se faire entendre, n'est pas vraiment d'être au niveau, d'être à Brazzaville ou soit encore au Congo, à l'intérieur même du pays, de façon à donner ses points de vue, de façon à influencer la politique? Parce qu'à l'étranger, il me semble que c'est pas facile d'être entendu par les dirigeants politiques. Et avoir des ailes, c'est pas suffisant. Nous pouvions aller au niveau du Congo-Brazzaville, rien ne nous empêche parce que c'est notre pays. Et le moment viendra, nous allons descendre à la base parce que beaucoup de Congolais nous attendent. Mon équipe et moi, nous avons élaboré un planning d'activité d'urgence que nous allons présenter à la population congolaise. Nous avons le manuscrit que je tiens en main, un planning d'activité d'urgence que nous allons présenter à la population pour donner des solutions, pour apporter des solutions aux multiples problèmes, aux multiples maux qui riment cette population. Donc, monsieur le journaliste, le moment venu, nous allons être au Congo-Brazzaville. Nous avons une base au niveau du Congo-Brazzaville, des associations que nous avions mises en place. Ils nous attendent, nous avons des informations du Congo-Brazzaville. Et d'ici peu, nous allons descendre au niveau du Congo-Brazzaville pour aller confronter ces opposants-là, pour aller nous confronter à la mouvance présidentielle. Parce que nous, jeunesse, nous pensons que le moment est venu où nous allons mettre la main dans la pâte, où nous allons prendre le flambeau. Est-ce que actuellement, parce que c'est quand même simple de voir sur le terrain au niveau de politique du Congo-Brazzaville, lorsqu'on n'est pas dans le pouvoir, on crie, on critique, mais une fois qu'on est un peu pêché, on vous pêche, on vous met dans la mouvance présidentielle, c'est le bouquetage comme on dit, chacun bouffe, et puis voilà, c'est le silence total. Est-ce que le peuple peut vous faire confiance exactement sur ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous avez des projets pour la population? Vous avez des projets peut-être pour l'évolution, pour le développement économique du Congo-Brazzaville? Écoutez, monsieur le journaliste, il est certes que le président Denis Sassou Nguesso a pu convaincre certains opposants qui se sont ralliés à sa cause, mais c'est pour cette raison que je ne fais plus confiance à l'opposition dite traditionnelle. Parce que nombreux sont ces opposants qui ont travaillé avec le président Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition. Donc, moi, je pense, nous, jeunesse, nous pensons, nous, notre association, avec mes partenaires canadiens, mes partenaires français, nous pensons qu'il est temps qu'il y ait une autre forme d'opposition, l'opposition citoyenne, que d'autres opposants, que d'autres Congolais se lèvent pour pouvoir donner des solutions aux maux qui riment cette société. J'ai ici montré tout à l'heure le planning d'activité d'urgence que nous avions élaboré, que nous avons présenté à la population sur plusieurs sujets. Comment je ne peux pas comprendre, par exemple, en plein 21e siècle, que le Congolais crie encore que nous manquons d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité dans notre quartier, qu'ils ne peuvent même pas charger les batteries de leur téléphone. C'est quand même hallucinant. Mais il y a le barrage d'Imboulou qui a été construit. Mais le barrage d'Imboulou,
ne répond pas aux besoins de la population congolaise. Même ce barrage, ça a été un fiasco, puisque il me semble-t-il qu'il y a juste une turbine qui fonctionne et l'autre est en panne. Alors, monsieur le journaliste, nous avions des projets, nous avions des idées, nous avions des solutions, et le moment venu, nous devions les présenter aux Congolais. Et les Congolais devront nous faire confiance, et nos partenaires français, nos partenaires américains, nous les rassurons d'ailleurs que les intérêts seront protégés. Donc nous allons prendre nos plannings d'activité et les mettre en place le moment venu. Lorsque vous dites, il y a comme un message caché là, dans ce que vous êtes en train de dire. Bon, c'est vrai qu'il faut s'adresser, il faut garantir dire déjà aux investisseurs français, américains et autres que leurs investissements seront garantis. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière de, bon, je dirais pas de vendre le pays, mais est-ce que le peuple, le citoyen, le simple citoyen lambda, voit les choses de cette façon? Est-ce que vous n'allez pas servir les intérêts des étrangers au lieu de servir les intérêts de la population? Monsieur le journaliste, écoutez, d'abord le Congolais. Oh oui. Le Congo aux Congolais, le Canada aux Canadiens, la France aux Français. Ce qui appartient aux Congolais est pour les Congolais. Mais à l'heure où nous parlons de la mondialisation, à l'heure où nous parlons du développement de la démocratie, il faut bien avoir des partenaires. Il faut bien avoir des partenaires. Et voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de nos partenaires français, de nos partenaires américains et canadiens. Mais ce qui est aux Congolais est pour les Congolais. D'accord. Merci beaucoup. Et parlons un peu de votre planning d'activité d'urgence pour le titre de l'année 2014. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est un planning que nous avons élaboré, nous, pour essayer de donner des réponses à certains problèmes. Comment, par exemple, nous pouvons faire pour que tous les Congolais ne manquent pas d'eau? Comment, par exemple, nous pouvons faire pour qu'il y ait de l'eau partout, de l'électricité 24 heures sur 24 heures? Le système de santé congolais est très médiocre actuellement. Faites un tour au CHU de Brazzaville, vous allez voir, et vous reviendrez dans cette émission même me dire que M. Sosen Samba avait éventuellement raison. Le CHU de Brazzaville manque des ascenseurs, par exemple. Le système scolaire qui est au Congo-Brazzaville date des années 60. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été changé. Nous avons, sur ce point par exemple, nous pensons que les enfants, nos enfants, les cadres de demain, la jeunesse pouvait rester à l'école de 8 heures. On commence les cours à 8 heures jusqu'à 16 heures. Et dans ce planning, nous avions par exemple pensé qu'on devrait, dès le primaire, apprendre à nos enfants les langues étrangères, par exemple. Ça, c'est dans nos activités, dans nos plannings. Donc de 8h à 16h, l'enfant est à l'école. Les parents vont, comme ça se passe ici au Canada, comme ça se passe en France, à 16h, les parents vont aller récupérer leurs enfants à 16h, mais l'enfant est resté toute cette journée à l'école. Ce qui empêchera d'avoir des enfants abandonnés dans la rue, ce qui nous des expériences comme ça. Nous avions pas mal d'activités, des plannings que nous allons montrer. Ça, c'était, par exemple, parmi d'autres. Et pour la création d'emplois, création d'entreprises, est-ce que vous avez des projets dans ce sens pour la population congolaise? Parce que ce qui est important pour le simple Congolais, le simple citoyen, c'est d'avoir un emploi. C'est d'avoir un salaire chaque fin du mois, de essayer un peu d'aider la famille. Mais à partir du moment où ils sont déjà fatigués avec les politiques qui viennent un peu vendre des promesses de tous les jours qu'on entend depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui, mais tel que vous l'avez soulevé aujourd'hui, le Congo est malade. Bon, ça sont vos propos et aussi certaines personnes qui sont au pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement pour ce qui est de l'industrialisation du Exactement, monsieur le journaliste, écoutez, j'avais, au début de l'émission, j'avais dit que le Congo est en crise. Et je vais poursuivre cette pensée parce que le Congo est en crise, crise politique, crise économique, crise sociale. Le gouvernement actuel existe depuis plus de 30 ans. Le président Sassou Nguesso est aux commandes du pays depuis plus de 30 ans. Mais il n'y a pas eu création d'emplois depuis lors. Il n'y a pas eu.
Les salaires des Congolais montent de 100 francs CFA, de 200 francs CFA, de 1000 francs CFA. Le Congolais moyen n'arrive pas à tenir les 2 bouts du mois. Un Congolais qui te gagne 150 000 francs par mois, alors que le loyer coûte 75 000, quasiment la moitié de son salaire, il est incapable de tenir les 2 bouts. Nos partenaires et nous avions pensé qu'il faut créer des emplois, qu'il faut générer des emplois au niveau du Congo-Brazzaville. Et plusieurs partenaires nous ont annoncé à venir investir au Congo, mais il faut qu'il y ait la stabilité politique, mais qu'il y ait un changement dans les mentalités, qu'il y ait le changement du pouvoir. Et nos partenaires vont descendre pour la création des emplois. Et nos partenaires français, nos partenaires américains, nos partenaires canadiens vont descendre au Congo-Brazzaville pour la création des emplois, pour essayer de donner des emplois aux Congolais. Pour créer des emplois aux Congolais, il faut que nous le fassions. Et cela va de pair avec l'éducation, et cela est de ressort du gouvernement, de la politique, du président Denis Sassou Nguesso, de créer des emplois aussi pour les Congolais. Voilà pourquoi j'avais parlé, monsieur le journaliste, qu'il faut que le président Denis Sassou Nguesso, qui a fait un énorme travail que je salue, depuis 1997 jusqu'en 2014, doit maintenant passer le témoin à un autre Congolais qui lui sera mené à bout les projets que lui a commencé. Il faut qu'il passe le témoin. Et donc vous êtes en train de faire allusion à l'alternance politique, c'est bien ça? Monsieur le journaliste, écoutez, l'alternance politique est à la base de tout développement. L'alternance politique est à la base de tout progrès. Sans alternance, c'est le chaos qui s'installe. C'est pour cette raison que nous pensons que au Congo, il doit y avoir une alternance politique. Il doit y avoir une alternance politique parce que nous ne pouvons pas être spectateurs, nous ne devons pas regarder le Congo mourir à petit feu. Voilà pourquoi, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, que le temps est venu pour lui de passer le témoin à un autre Congolais et afin de mener à bien ses projets. Mais à ce que je sache, la Constitution, le changement de la Constitution actuellement fait débat au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce que on peut aujourd'hui dire que c'était un faux débat ou bien un vrai débat? Est-ce que qu'attend exactement la population sur cette affaire de changement de... Écoutez, monsieur le journaliste, moi je pense que ici même, j'ai un exemple de la Constitution qui date de celui de 92 et celui de 2002. Quand j'essaie de comparer, il y a des articles de la Constitution de la sortie de la conférence nationale qui ont été modifiés, qui ont été amendés. Le pouvoir, la partie gagnante, vous savez en 97 qui était la partie gagnante, donc le président Denis Sassou Nguesso, on pensait que la constitution de la sortie de la conférence nationale n'était pas bonne, ne répondait pas aux attentes des Congolais, qu'il fallait changer cette constitution. Nous voilà aujourd'hui avec la constitution du 20 janvier 2002. Cette constitution, elle est bonne. C'est une très bonne constitution. Je ne vois pas pourquoi cette constitution fait débat. Et pourtant, l'opposition l'a critiquée au moment où elle était entrée en vigueur. Je ne sais pas quelle est cette opposition. Hier, les personnes qui critiquent cette constitution étaient les premières personnes à dire que c'était une constitution taillée sur mesure. Mais aujourd'hui, on veut la changer. Monsieur le journaliste, je ne sais pas c'est quoi ces opposants-là qui avaient applaudi cette constitution. Mais cette constitution, nous, on pense que cette constitution, elle est bonne. Je la parcours nuit et jour. Cette constitution doit suivre son cours normal. Et il n'est pas question que cette constitution soit changée. La constitution reste telle. La constitution, elle est bonne pour tous les Congolais. J'aime bien ces articles. J'aime bien la façon dont elle a été érigée. Et de la première page jusqu'à la dernière page, cette constitution est merveilleuse. C'est un faux débat. La Constitution doit prendre son cours normal, l'histoire doit suivre son cours normal. Il n'est pas question que cette Constitution soit modifiée ou que cette Constitution soit changée. Je pense que ceux qui veulent le changement de la Constitution veulent se cacher, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Mais sur le plan juridique, cette Constitution ne fait pas débat. Cette Constitution doit suivre son cours normal. Donc c'est là les vrais enjeux, c'est là les vrais enjeux du changement de la Constitution. Mais qu'est-ce qui pose exactement problème au niveau de cette Constitution? Est-ce qu'il s'agit de certaines dispositions, uniquement de certaines dispositions, ou c'est toute la Constitution de manière générale qui pose problème?
au niveau du Congo-Brazzaville? Au niveau du Congo-Brazzaville, il me semble que c'est l'article 58 qui pose problème à l'actuel président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, car cet article 58 de la Constitution le rattrape par rapport à son âge. Le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, n'a plus le droit, la Constitution ne lui donne plus le droit de se présenter en 2016. Je pense que c'est cet article-là qui fait défaut. Mais plus que cette Constitution de 92 a été changée au profit de cette Constitution de 2002, nous allons la maintenir. Cette constitution doit rester telle qu'elle est. L'histoire doit suivre son cours normal. Le président Denis Sassou Nguesso doit passer le témoin à un autre Congolais pour mener à bien cette constitution et la politique. S'il faudrait la changer, on va revoir les dispositifs plus tard, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais pour l'heure, cela ne fait pas de défaut. Cela ne pose pas problème. Cette constitution est bonne. On doit la garder telle qu'elle est. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Certainement que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions finir notre émission. Monsieur le journaliste, merci beaucoup de m'avoir reçu dans les locaux de vos chaînes. Et pas grand-chose à dire aux Congolais, aux chers compatriotes qui nous écoutent, sauf que la jeunesse doit aujourd'hui se lever. La jeunesse ne doit plus être spectateur. La jeunesse a un mot à dire sur tout ce qui se passe dans son pays. Alors, nous appelons la jeunesse à se lever, à être des citoyens dignes, de ne plus avoir peur, de s'exprimer, de parler, de dire haut et fort que nous ne voulons pas le changement de la Constitution. La jeunesse doit s'exprimer, la jeunesse doit mettre à nu les problèmes qu'ils subissent. Et la politique aujourd'hui qui est menée au Congo-Brazzaville, nous pensons que c'est une politique d'intimidation. C'est une politique qui ne favorise pas la population. C'est une politique aujourd'hui qui est contre le développement parce que le Congolais est incapable de s'exprimer. Voilà pourquoi nous pensons que le Congolais, la jeunesse, levez-vous, prenez votre courage, prenez votre avenir en main. Le futur vous appartient et n'ayez plus peur. Merci, monsieur le journaliste. Juste les salutations. Je voudrais saluer, en passant à Monicède, je voulais saluer mes bien-aimés frères Lufagona, bien-aimé frère Ndinga, le colonel Nkwa Lucien, le colonel Eugène Malanda, le docteur Ntondo, le révérend pasteur Ntoumi Binsamou Frédéric. Nous voudrions saluer Chris-Antoine Walembo, mon bien-aimé frère, Maurice Mambenga, Firmin Ayessa, tout ce monde-là, ce sont mes frères. Je les salue. Vive la République du Congo, vive la Constitution, vive le Congo et que vive la jeunesse. Merci, monsieur le journaliste. À la prochaine émission. Merci beaucoup.